à tous. Donc, je suis Saskia Auro, je suis PH en dermatologie à l'hôpital Henri Mondor et je vais faire une courte restitution avec Natalia Bellon et Juliette Mazereux qui n'est pas en ligne avec nous mais qui a travaillé avec nous sur nos propositions pour ce groupe de travail formation-information. Alors, je tiens d'abord juste à vous rappeler rapidement ce que nous avions édité l'année dernière. Donc, ce groupe de travail qui s'est mis en place l'année dernière a travaillé lors de la journée de la filière le 22 novembre 2019 autour de plusieurs axes de propositions. Donc, premièrement, il y avait un axe qui était destiné à généraliser l'information des médecins généralistes et non spécialistes à les maladies rares en dermatologie. Et on avait privilégié la mise en place de moyens d'accès rapide à des formations minimales en cas de besoin. C'est-à-dire certes, la formation générale sur les maladies rares globalement est importante, mais finalement, ce sont des maladies rares qu'on ne voit pas souvent. Et on s'était plutôt mis à la place des médecins généralistes qui voient pour la première fois une dysplasie ectodermique qui a besoin vite d'un renseignement sur cette maladie et qu'il faut privilégier des moyens d'accès rapides à une formation minimale. On avait également dit qu'il fallait se tourner vers les sages-femmes pour qu'elles puissent être sensibilisées sur les maladies lorsqu'elles verraient des enfants à la naissance présentant des anomalies de la peau et valoriser l'existant puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites en termes de fiches maladies, de diaporamas, de cours aux internes, etc. Nous avions donc mis l'accent sur une meilleure connaissance de la filière et des réseaux maladies rares, centres de compétences, centres coordonnateurs, sites constitutifs, puisque l'enquête de la FIMARAD l'avait montré, finalement, ces centres ne sont pas toujours parfaitement connus, notamment des dermatologues. Alors, on avait ciblé plusieurs moyens de faire connaître ces réseaux et de former les médecins, se tourner vers l'ordre des médecins, vers des canaux et des sites professionnels, vers les revues de médecins généralistes, vers les liens qu'on peut avoir déjà avec Orphanet, vers également le site de la filière pour mieux le faire connaître, étant donné qu'il y a toute une base documentaire sur ce site qui peut être intéressante pour les médecins généralistes. Nous avions également valorisé le fait qu'il fallait réutiliser les fiches médecins généralistes qui sont éditées sur les PNDS pour finalement les étendre à cette mission d'information auprès des médecins généralistes. Alors, pour les centres de compétences et de référence, sur place, il y a toujours un turnover important de professionnels, qu'ils soient professionnels médicaux ou paramédicaux. Je pense aux nouveaux chefs de clinique, les nouveaux assistants, les élèves infirmières, les stagiaires, et que finalement, il faut en permanence renouveler notre enseignement et former des professionnels. Donc, il faut y inclure, bien sûr, la formation des infirmières spécialistes, coordonnatrices pour ces centres, et la formation des psychologues par des petits, non seulement des connaissances théoriques, mais également des petits formats pratiques sous forme de stage d'une journée ou de 2 journées dans un site habilité. Alors, les moyens, finalement, si on les résume, que nous avions proposés, c'était les formations théoriques, des masterclass, e-learning, format court, EPU, vidéo, des formations pratiques autour de stages pour les infirmières, par exemple, les missions d'éducation thérapeutique qui sont certes à l'intention des patients, mais qui peuvent également aider les professionnels quand ils travaillent entre eux à mieux connaître les activités des uns et des autres et à se former de manière transversale et développer nos liens avec la MDPH, on en a parlé ce matin, qui sont parfois un peu en carence de connaissances sur nos maladies rares de la peau et sur le handicap qu'elles occasionnent. Alors, pour les paramédicaux, on souhaitait donc mener une enquête sur les compétences et les connaissances de ces infirmières pour les maladies rares, optimiser les films et les fiches de soins, faire des formations concrètes pour les soins notamment pédiatriques, développer les liens avec les HAD et les prestataires de soins à domicile et plus généralement se tourner vers la presse et les congrès infirmiers pour finalement améliorer les connaissances globales des infirmières et travailler, alors ça c'est un peu en dehors de la problématique de la formation-information, mais c'était ressorti vraiment l'année dernière, une nécessaire réflexion autour de la cotation des soins infirmiers, notamment en libéral.
Alors, quels sont les enjeux et les propositions pour maintenant? Donc là, il faut bien le reconnaître, les choses n'ont pas énormément avancé depuis l'année dernière. Comme vous l'a dit Rebecca et Christine ce matin, on avait initialement prévu 3 mois après ce séminaire de l'année dernière, une réunion des groupes thématiques pour faire avancer les propositions et faire avancer toutes ces actions. Covid oblige, les choses n'ont pas bougé. Et donc, nous souhaitons maintenant remettre sur le tapis ces propositions pour les concrétiser pour 2021. Alors, clairement, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, on en est tous conscients, on est tous très occupés, mais nous souhaitons cibler du coup certaines de ces actions prioritaires en établissant au mieux possible des responsabilités individuelles avec une action, un responsable, ce qui nous permettra, j'espère, l'année prochaine de vous présenter les actions qui auront été faites pour la prochaine année. Nous souhaitons évidemment qu'au sein de ces responsabilités, il y ait un dialogue permanent entre les médecins, les paramédicaux et les associations. Et comme la filière l'a déjà proposé, bien sûr, se faire aider de la filière et de ses missions transversales et de coordination. Alors, ce qu'on a travaillé en amont de cette réunion d'aujourd'hui avec Natalia, Juliette et Rebecca, c'était finalement de prioriser certaines des actions. On ne peut pas tout faire, donc il vaut mieux en faire un peu moins, mais les faire. Et donc, finalement, quand on reprend les actions éditées auparavant, le e-learning va s'intégrer dans un projet de filière et de RN qui est en cours de développement. Donc ça, c'est plus un projet qui sera transversal et qui concernera toute la filière. Donc, nous n'allons pas forcément nous en occuper de manière directe. Pour la formation des médecins généralistes, nous souhaitons nous faire aider d'un contact avec une journaliste qui travaille déjà beaucoup avec la Société française de dermatologie, mais qui aura peut-être d'autres contacts à nous proposer aussi. Nous avons également la possibilité, et ça c'est à concrétiser, d'avoir un lien avec un responsable de la revue du quotidien du médecin. Et donc, finalement, on pourrait se tourner vers ces revues médicales larges, quotidien du médecin, revue du médecin, revue du praticien, pardon. Et comme l'a signalé très justement Stéphanie Mallet dans notre groupe de travail d'aujourd'hui, eh bien, on pourrait également se tourner vers les pharmaciens, étant donné que beaucoup de patients vont chez les pharmaciens pour avoir des conseils sur ce qu'ils peuvent mettre sur la peau. Et puis, les pharmaciens ont besoin souvent aussi de se former par rapport à certaines prescriptions, que ce soit des soins locaux ou certaines prescriptions, comme le soulevait Natalia, de médicaments très particuliers, comme les rétinoïdes chez l'enfant, par exemple. Et donc, nous proposons de nous tourner vers cette presse professionnelle généraliste et des pharmaciens pour des articles courts, informatifs sur les réseaux, sur les maladies, voire discuter avec les journalistes que nous pourrons rencontrer, éventuellement de petits articles dans la presse plus grand public. Alors, pour la formation des dermatologues, donc je rappelle que nous avions mis en place avec Christine cette dernière année, enfin ces 2 dernières années, une rubrique maladies rares dans les annales de dermatologie. Donc, 7 articles, si je ne me trompe pas, ont été publiés dans ce cadre-là, que ce soit des articles scientifiques, des articles médico-sociaux. Je pense notamment à l'article d'Aline Bourgeois sur la prise en charge sociale et du handicap des patients ayant des séquelles de syndrome de Lyell, l'article d'Hélène Dufresne avec l'équipe de Necker sur la prise en charge sociale du handicap de l'enfant. Donc, ces 2 articles témoignent de l'importance de faire connaître aux dermatologues dans la presse de dermatologie la problématique des maladies rares de la peau dans leur globalité. Pour les sages-femmes, donc, on souhaitait initier un contact pour participer à leurs cours. Donc, Natalia est en lien avec cette proposition, avec des responsables pour cette proposition. Donc, ça a déjà commencé. On verra si les liens peuvent se formaliser. Par ailleurs, nous souhaitons, et je vais en reparler après, nous inscrire là avec la filière dans les contacts qu'elle pourra établir auprès des médecins des MDPH pour favoriser vraiment leur formation sur les maladies rares.
Pour les deux derniers points, donc je vais en reparler juste après. Alors pour la formation des patients experts, on n'en a pas reparlé aujourd'hui. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps. Ce sera un sujet que nous aborderons dans un deuxième temps. En tout cas, pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, ça n'a pas été discuté aujourd'hui. Donc ça, je suis désolée, c'est vraiment pas beau, mais c'est les notes que j'ai prises vraiment pendant nos discussions, puisqu'on a fini notre groupe de travail un peu rapidement avant cette présentation. Donc, on a établi un petit groupe de travail presse avec Natalia Bellon qui connaît Madame Portejoie et qui pourra prendre contact avec elle. Stéphanie Mallet, que je remercie, qui va s'associer à nos actions pour ses contacts avec les pharmaciens et moi-même pour le quotidien du médecin. Bien sûr, Juliette y participera aussi. Donc, nous allons nous tourner grâce à ces réseaux vers les médecins généralistes et les pharmaciens et nous espérons pouvoir ainsi concrétiser des actions d'information de ces professionnels. Pour les formations infirmières, donc Juliette Mazereux nous a fait part aujourd'hui des échanges d'expériences qui existent déjà entre Toulouse, Bordeaux, mais aussi Necker de manière un petit peu plus indirecte, mais à formaliser encore, sur des échanges d'expériences entre infirmières autour des maladies génétiques telles que l'ichthyose et les épidermolyses bulleuses. Donc, on souhaite élargir finalement à toutes les compétences infirmières et notamment au pot décollé adulte avec l'aide d'Audrey Collin, notre infirmière coordinatrice l'Aïeul. Et donc, Audrey va se charger de reprendre contact avec Juliette et Natalia pour qu'elles soient du coup de manière donc indirecte remises en contact ensuite directement avec les infirmières spécialisées dans ces réseaux de partage d'expériences pour réfléchir de manière tout ensemble à développer ces expériences croisées, développer ce qu'on pourrait faire comme type de petits stages pratiques et rédiger également des articles de connaissances théoriques et de connaissances pratiques sur les soins dans la presse infirmière. Donc ça, c'est une deuxième action qu'on espère vraiment concrétiser en 2021. Par ailleurs, nous souhaitons voir avec la filière s'il est possible d'optimiser la visibilité des infirmières coordonnatrices de chaque centre, pas seulement, alors je crois que ce n'est pas effectif partout, mais certains sites ont une rubrique donc qui permet de rendre très visibles les compétences paramédicales des sites. Par exemple, pour parler du site L'Aïeul, c'est vrai pour le site coordonnateur, mais pas vrai pour les centres de compétences, par exemple. Or, chaque centre de compétences qui a une infirmière sur site un peu spécialisée et coordonnatrice un petit peu de cette thématique dans le centre devrait pouvoir être visible sur la filière. Alors, on a discuté très rapidement aussi avec Stéphanie et le reste du groupe sur la façon dont on pourrait aussi utiliser les moyens modernes de communication et utiliser les réseaux sociaux, dermatos, médecins généralistes, infirmières pour faire connaître à la fois les réseaux, faire connaître les liens vers les articles qu'on pourra écrire dans la presse grand public, ce qui pourrait servir non seulement à la formation des médecins confirmés, mais également des médecins plus jeunes qui manient ces réseaux sociaux larga à manu et qui peuvent finalement favoriser aussi leur connaissance par des liens très simples sur des articles publiés dans différentes presses. Alors pour la MDPH et la cotation des actes infirmières, donc nous souhaitons nous inscrire dans une politique plus générale qui sera certainement celle de la filière pour ces deux actions-là. Donc voilà, en 2021, on va essayer de faire ça. Le groupe presse pour la rédaction de fiches dans la presse spécialisée médecins généralistes, presse pharmaciens. Nous souhaitons également développer la presse et les connaissances infirmières. Nous souhaitons avoir une action de réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux pour nous aider à faire connaître nos actions. Et ça n'est pas indiqué ici, mais les fiches vont continuer pour les annales de dermatologie. Donc, je terminerai là-dessus en disant que les annales de dermatologie vont avoir, comme vous le savez, en 2021, deux formats. Un format dit FMC en français et un format articles originaux en anglais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec la rédaction du journal si on peut perpétuer les fiches de formation médicale continue sur les maladies rares dans ce nouveau format. Donc, moi, j'ai été à titre personnel sollicitée pour coordonner
des fiches sur les toxidermies, sur les maladies bulleuses auto-immunes et sur les lymphomes, mais je vais me tourner vers le rédacteur en chef des annales pour voir si on peut développer, ou si c'est déjà prévu et peut-être je ne suis pas au courant, développer une rubrique dédiée maladies rares, maladies génétiques, de la peau, qui permettent de continuer à rédiger des fiches telles que nous l'avons commencé sur le format actuel des annales. Voilà, je vous remercie. Donc, moi, je veux faire un petit peu la synthèse de ce qu'on a pu discuter concernant dans ce groupe de travail Impasse Diagnostic. On avait la chance à la fois d'avoir des médecins et des représentants d'associations, donc, avec différentes problématiques que sont donc l'impasse diagnostique, notamment l'identification des patients, la mise en place d'un recueil complémentaire, on verra après, et la possibilité d'homogénéiser les règles de codage, et la discussion sur les algorithmes décisionnels selon les pathologies. Donc, il y avait plusieurs problématiques. On a commencé par discuter un peu pour voir si on avait tous si on était tous d'accord sur ces aspects d'impasse diagnostique, à savoir qu'il existe différents niveaux de diagnostic et la problématique sera différente pour les patients selon ce niveau de diagnostic, à savoir on caractérise une entité clinique, soit on a un diagnostic précis de la cause moléculaire, soit on a un symptôme qui peut permettre de faire entrer la pathologie dans un groupe pathologique, en fait. Alors, pour ce qui était de nos discussions, donc on a vu que les patients en impasse diagnostique pouvaient être plutôt selon ceux pour lesquels il n'y avait pas d'orientation clinique ou pas d'orientation même sur le plan phénotypique. Ces patients-là sont rares et après, donc, il y a tous ces groupes de patients pour lesquels donc, l'analyse génétique n'a pas permis de mettre en évidence d'anomalies. Et après, on voit qu'au sein de la filière, en fait, la problématique est très différente. Donc, on est obligé de faire un focus puisque selon les pathologies, effectivement, entre génodermatose, MBAI, toxidermie, les choses vont être assez différentes. Donc, on a commencé par travailler sur les génodermatoses. Avec donc la nécessité de se dire qu'il fallait faire des groupes peut-être de pathologies pour lesquelles on n'avait pas de diagnostic. La difficulté du travail rétrospectif nous a conduit à envisager peut-être la possibilité, au moins sur un an, de définir peut-être une fiche avec des items précis qu'on pourrait remplir pour des patients pour lesquels on a des difficultés à établir un diagnostic. Et donc, ces items, et notamment la définition de critères pour un patient, pourrait aussi être raccordé à ce qu'on a dans chaque groupe de pathologie. On va dire que chaque laboratoire dispose de fiches de renseignement clinique qui pourraient être intéressantes de partager, notamment pour avoir la possibilité de bien définir les patients sur le plan phénotypique. On a pu discuter aussi donc des difficultés d'accès au diagnostic, plutôt là sur le versant diagnostic moléculaire pour certains groupes de pathologies et notamment l'exemple des cutis laxa et de façon générale les anomalies du tissu conjonctif qui pose la question de est-ce qu'il est nécessaire d'essayer au sein de la filière de mettre en place un panel dédié pour ces pathologies ou bien de voir avec les plateformes la possibilité de pouvoir tester directement ces patients via ces plateformes qui sont déjà disponibles et on dispose d'outils, enfin en tout cas de techniques qui pourraient permettre d'avancer. Donc voilà, selon les pathologies, on a des problématiques qui sont assez différentes. Donc là, de façon très schématique, au niveau du travail, donc ce dont nous avons discuté également, c'est les difficultés, alors qui ne sont pas forcément peut-être le point impasse diagnostique à proprement parler, mais qui sont en amont, c'est-à-dire toute la difficulté d'un patient à rejoindre un centre de référence et la nécessité pour nous de développer ces réseaux ville-hôpital. Alors, comme on disait, effectivement, on a tous, donc ça c'est peut-être le travail de la formation et de l'information aux médecins de ville, aux médecins traitants. Donc, tout ce travail qui est en amont du centre de référence, mais qui est nécessaire, et tout le lien avec les associations.
Nous avons également discuté des difficultés que peuvent rencontrer les associations, souvent bénévoles, et la possibilité d'aider ces associations, notamment sur les actions de formation. Pour la partie donc patient dans un centre, patient entrant dans le centre de référence, donc des patients sans diagnostic, pour certains, finalement, il y a un diagnostic, un tableau clinique, mais un génotypage non contributif. Et donc tout ça, c'est donc le travail des RCP, menés par la filière, notamment des RCP nationales et des RCP qui peuvent permettre d'envoyer des prélèvements aux plateformes. Donc tout ça est mis en place, on va dire. Après, donc il y a le travail d'amont et celui d'identifier ces patients. Donc là, c'est là que la nécessité de faire une fiche, on va dire une fiche de recueil peut-être spécifique pour mieux caractériser ces patients. A posteriori, enfin en rétrospective, ça semble compliqué, mais c'est un travail qui peut être fait. Donc, on a proposé de commencer par cette étape-là. Avant de pouvoir rediscuter des dossiers donc en RCP. Et puis le travail qui peut être fait sur des patients avec des tableaux cliniques complexes, et c'est le cas des patients qui sont notamment porteurs d'anomalies en mosaïque, comme le décrivait bien Pierre Vabre, avec des patients souvent difficiles à caractériser sur le plan phénotypique, et donc la nécessité de pouvoir bien caractériser ces patients cliniquement. Avant d'aller plus loin sur le plan moléculaire. Donc en synthèse, donc l'aspect formation ville-hôpital, donc ça c'est peut-être le travail d'amont. Nous allons essayer de proposer des fiches de renseignement cliniques spécifiques pour chaque groupe. Celle qui existe déjà, peut-être une fiche dédiée pour un travail prospectif. Et puis, donc l'intérêt de pouvoir favoriser l'accès aux plateformes. Donc ça paraît important, avec la discussion éventuelle de l'accès aux plateformes pour des pathologies comme le cutis laxa ou d'autres qui seraient mal couvertes par les panels de séquençage actuellement disponibles. Et donc ça, Dominique Vidot va contacter la plateforme pour cet aspect-là. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc maintenant, le groupe de l'Observatoire des traitements. Donc, dans ce groupe, une première partie a été surtout d'essayer de débriefer entre les lignes ce qui a été dit avec Anne-Sophie Lapointe ce matin, en rappelant donc que dans l'Observatoire des traitements, il y a deux aspects. Les premières, c'est de pouvoir répertorier tous les traitements utilisés dans les maladies rares pour nos patients, que ce soit des traitements médicamenteux, non médicamenteux, par exemple dispositifs médicaux. Il n'a pas été très clair de savoir si on pouvait intégrer également des mesures de soins qui n'étaient pas traitements au sens médicaments ou dispositifs médicaux, mais on se propose quand même de le faire puisque c'est un grand chantier et qu'il faut le rentabiliser au maximum. Donc, dans ce premier répertoire de tous les traitements utilisés, ce premier observatoire, c'est tous les traitements qui sont demandés, qu'ils soient AMM ou hors AMM. Et donc, c'est un vrai chantier en soi. Et la méthodologie qu'on va utiliser va essayer d'utiliser toutes nos ressources, notamment avec la BNDMR. On va redire un petit mot. Le deuxième aspect est le focus à partir de ce répertoire sur les traitements hors AMM, avec nécessité d'évaluer l'utilisation de ces traitements dans un suivi de vraie vie et des critères d'évaluation de rapport bénéfice strict bien définis de manière à en montrer la pertinence, en sachant que les RTU ne vont plus exister et que ne sera envisagée dans l'avenir la possibilité de prise en charge par la NSM et par la Sécurité sociale que des médicaments qui seront délivrés à usage compassionnel. Et c'est de cette manière-là qu'il faudra pouvoir les utiliser dans le temps de cette analyse de ces registres. Donc, en fait, là, comme il a été dit, FIMARAD s'est porté volontaire comme filière pilote pour cet observatoire des médicaments. Pourquoi? Eh bien, parce que comme on va avoir des outils à utiliser, l'idée pour moi était qu'on ne nous impose pas des outils avec des items définis, mais qu'on puisse être dans la construction de ces outils de manière à ce qu'elles soient bien adaptées aux maladies de peau et essayer de les rendre les plus simples possibles.
Donc, en fait, en ce qui concerne l'Observatoire lui-même de tous les traitements utilisés par nos patients, il y a un tableau Excel qui a été proposé par la DGOS que on va diffuser à l'ensemble du groupe et des centres. Il faudra remplir ce tableau Excel-là. Donc, plusieurs questions se posent. La faisabilité en termes de travail, en fait, de ce remplissage de ce tableau Excel, qui peut être extrêmement important, d'où l'importance de se mettre en lien avec la BNDMR de manière à ce qu'on essaie d'avoir une compatibilité avec les données de la BNDMR et des fiches Orbis dont on a parlé ce matin et ce tableau-là, et l'attente de financement qui a été annoncée par Anne-Sophie Lapointe ce matin pour les filières pilotes, les 5 filières pilotes, qui devraient être des financements notifiés lors de la notification générale du budget des filières de fin d'année que nous ne connaissons pas encore. Et puis, je m'excuse, il y a quelques fautes d'orthographe parce que ça a été tapé très vite là. Et puis, en ce qui concerne les registres, donc les registres, ce sont des registres concernant cette fois-ci les médicaments, les traitements hors AMM, donc c'est focusé sur les traitements hors AMM, et donc il va y avoir nécessité de définir des fiches de suivi en vraie vie des patients, de manière à montrer la pertinence des traitements utilisés hors AMM. Et donc, l'important pour nous est que ces fiches soient les plus simples possibles, de manière à ce que ça ne soit pas un travail gargantuesque, d'une part, et que d'autre part, ça soit évidemment des fiches qui ne soient pas piégeantes dans le bénéfice que l'on voit à nos traitements, avec des items qui seraient demandés par l'ANSM, beaucoup plus sophistiqués et qui feraient que ce qu'on définit, nous, comme utile, ne rentre pas dans des clous de l'ANSM. Donc, en fait, on va essayer de définir des fiches d'appréciation du rapport bénéfice-risque de ces molécules hors ARM le plus simple possible, avec des critères les plus pertinents possibles, qui pourraient être des critères de score de qualité de vie, par exemple, de sévérité du patient, sans rentrer dans le détail de tout ce qui fait une maladie. Donc, là, il faut savoir que dans la méthodologie immédiate pour cette approche de cet observatoire des traitements, c'est dans un premier temps donc l'envoi de ce tableau Excel au groupe de travail du tableau Excel pour l'observatoire de tous les traitements qui pourra être rediffusé dans tous les centres de référence. Puis, pour les registres eux-mêmes, c'est-à-dire des traitements hors AMM dont il faudra évaluer la pertinence, de sélectionner 2 groupes de maladies, puisqu'il a été bien dit ce matin que dans le cadre du travail pilote qui va être fait, ce ne sont que 2 registres pour une filière donnée. Donc, définir 2 groupes de maladies qui seraient des groupes de maladies finalement les plus facilement évaluables dans le cadre de cette étude pilote, c'est-à-dire des maladies pour lesquelles des scores de sévérité ou des échelles de qualité de vie ont été bien validées, de manière à ce qu'on n'ait pas une opposition de la part de l'ANSM de travailler sur des maladies pour lesquelles les critères d'appréciation de la pertinence des médicaments ne seraient pas bien reconnus. Et puis, je pense qu'il faut également groupe de génodermatose, parce qu'on sait que de plus en plus dans nos génodermatoses, on a des repositionnements possibles de traitements qui n'existaient pas jusque-là, qui ne sont pas des traitements curatifs, mais qui sont des traitements qui peuvent complètement transformer la vie des patients. Et là, il va falloir réfléchir à quel groupe de génodermatose, dans le cas de cette étude pilote, encore une fois, qui ne peuvent comporter que 2 registres, seront les plus représentatifs, c'est-à-dire déjà bien suffisamment caractérisés en termes d'outils d'évaluation pour pouvoir avoir une faisabilité pas trop complexe à ce travail d'étude pilote. Donc, un lien avec la BNDMR pour l'implémentation et avoir les modalités les plus simples de ces fiches va être repris immédiatement. Financement attendu de manière à avoir le personnel nécessaire pour l'implémentation à la fois du tableau Excel et de ces registres en termes de tech, etc. Donc, bien voir finalement ce qui nous est proposé pour voir la faisabilité de ce qu'on peut faire, en ayant décidé qu'il y aurait une nouvelle réunion en janvier, avec si nécessaire une invitation du groupe de travail, avec si nécessaire une invitation d'un représentant de la DGOS et de l'ANSM, de manière à avancer d'emblée dans la bonne voie. Mais la première étape étant de s'approprier le tableau Excel pour l'observatoire, de réfléchir au groupe de maladies pour les registres, en réfléchissant bien, encore une fois, à les modalités les plus simples possibles, les plus pertinentes possibles et qui ne soient pas piégeantes pour l'ensemble de nos maladies. Voilà globalement ce qu'on a réfléchi et travaillé, en sachant que la personne qui va être le lien entre le groupe de travail et le ministère est Anna,
qui va donc aller à la source des informations au fur et à mesure où elles arrivent, en faisant un décryptage, parce que c'est parfois un petit peu complexe de voir un petit peu où ça va ce projet. Ça va l'impression parfois que ça va un petit peu dans tous les sens, et donc recadrer de manière à ce que ça soit utile pour nous, que ça soit pas un travail qui soit complètement à refaire avec des nouveaux items demandés par la NSM, en sachant que vous l'avez bien compris, et ça c'est le côté positif, c'est que la finalité ultime de la part du ministère, qui je crois est tout à fait, pour avoir assisté à plusieurs réunions au ministère sur ce sujet-là, est tout à fait honnête, c'est de pouvoir, au terme de à peu près 2 années, avoir la reconnaissance de médicaments qui n'ont pas l'AMM, qui soient pris en charge par le biais d'usage compassionnel, en tous les cas bien reconnus et pris en charge en termes de remboursement. Donc, a été à nouveau signalé dans le cadre du groupe de travail cette période un petit peu de flottement dans ces 2 années, avec le remplissage de ces tableaux avec le listing en fait de tous les traitements hors AMM que l'on fait, devoir s'assurer qu'il n'y ait pas de sanctions finalement au fil de l'eau par la sécurité sociale, découvrant finalement peut-être des utilisations de traitements chers qu'ils n'avaient pas complètement bien répertoriés comme étant hors AMM pour nos maladies rares. Donc, il y avait des associations à notre réunion, dont Jacques Walsh, pour lequel il était bien clair que les associations seraient extrêmement vigilantes avec nous pour que ce travail, in fine, aboutisse à sa perspective qui est plutôt bien, mais qu'entre-temps, ça ne soit pas pénalisant pour tout le monde, à commencer par les patients et par nous-mêmes prescripteurs. Voilà pour ce groupe de travail. Bonjour, c'est donc la restitution du groupe médico-social. Je voulais déjà remercier tous les participants parce qu'on a eu un groupe avec de nombreux échanges et ça a permis d'avancer de manière constructive sur des sujets pour 2021. On a abordé ce groupe par un sujet sur l'éducation thérapeutique puisque il y a eu l'appel à projet DGOSS qui a permis de la mise en place, la mise en œuvre de nouveaux programmes d'éducation thérapeutique. 6 ont été déposés à la FIMARAD. 6 donc il y en a déjà 6 qui ont été financés, 3 actuellement en attente. Et donc l'objectif était la mise en œuvre de nouveaux programmes ETP. Il y avait beaucoup de retard dans les maladies rares et de les co-construire entre les différentes personnes expertes impliquées dans la prise en charge et bien sûr les associations et les patients. On a donc rappelé quelques informations essentielles sur l'éducation thérapeutique et puis montrer à quoi ressemblait le référentiel de compétences qui était attendu très récemment là par Rebecca à la filière, puisque toutes les personnes de la FIMARAD n'avaient pas nécessairement bien compris à quoi servait et comment se composait un référentiel de compétences. Les questions lors de ce groupe de travail ont essentiellement porté sur la formation et sur la formation en ETP, donc la formation de 40 heures qui est une formation obligatoire avec une question essentielle des associations qui demandaient s'il était possible d'envisager une formation en distanciel de ces 40 heures et si un projet interfilière était possible pour que toutes les associations puissent se former en distanciel et pas se déplacer dans les CHU qui proposent la formation, puisqu'aujourd'hui, quelques référents associatifs ont pu être formés, mais par des possibilités de place accordées par les UTED des hôpitaux, mais ça veut dire qu'on est dans quelque chose de très aléatoire, très hôpital dépendant, et donc finalement pas très équitable sur le territoire national. Les associations ont vraiment mentionné le besoin que ce soit en distanciel, puisque beaucoup de difficultés pour pouvoir se déplacer pour ces 40 heures de formation avec toutes les contraintes liées à la maladie. On a ensuite abordé la question du PNDS et de tout ce qui concerne le médico-social, en particulier le paramédical, allant des besoins d'ergothérapie, de soins infirmiers, de prise en charge sociale, de scolarisation.
et on s'est posé la question de quels acteurs paramédicaux étaient impliqués dans la rédaction des PNDS et est-ce qu'on pourrait envisager de déterminer des mots-clés communs, une sorte de canevas de cette partie médico-sociale du PNDS, puisqu'on a entendu ce matin que les MDPH avaient des carences d'informations sur nos maladies et que le PNDS pouvait être un document essentiel pour obtenir des informations précises sur les besoins identifiés des patients. On va donc mettre en place dès le premier trimestre 2021 un groupe de travail avec les associations sur cette partie médico-sociale rédigée dans les PNDS pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu harmonisé et surtout qui soit présent dans chaque PNDS et pas uniquement porté par les associations comme ça a pu être décrit dans ce groupe de travail. On va commencer par regarder un petit peu ce qui est fait dans les autres filières, dans les autres PNDS pour avoir des exemples de ce qui est fait aujourd'hui et avoir un guide, un canevas le plus précis possible. Saskia a cité tout à l'heure 2 articles qui ont été publiés aux Annales cette année sur la prise en charge sociale des patients, un article sur la pédiatrie et un sur les adultes, qui peuvent être aussi des supports importants pour les travailleurs sociaux en France, peut-être parfois moins habitués, moins qualifiés, en tout cas qui ont moins d'expérience sur la prise en charge des maladies rares. On s'est posé alors la question de la qualification des travailleurs sociaux sur les maladies rares, en particulier de la peau, en France, et donc vers qui orienter les patients dans les CHU ou dans les services où il n'y a pas d'assistante sociale et les associations l'ont clairement mentionné, où il y a des assistantes sociales, mais parfois qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions précises sur les maladies rares ou sur les soutiens au dossier. On a alors abordé le recrutement à la filière d'un chargé de mission sur l'aspect social pour pouvoir répondre au mieux à ces difficultés. Et avec les associations, on a beaucoup parlé de quelles sont réellement les attentes et les besoins des patients par rapport au profil de recrutement de ce poste. Et on a décidé de solliciter une réunion avec professeur Baudemer et Rebecca Gène prochainement pour rediscuter de la fiche de poste et des missions attendues par les patients, les associations et les professionnels du travail social sur ce poste et sur comment cette personne pourra être sollicitée, formée, soutenue à la prise en charge sociale des maladies rares, puisque le besoin semble être un besoin beaucoup plus opérationnel qu'un besoin de coordination nationale. On s'est aussi interrogé sur la question des patients étrangers, de l'immigration en règle générale, et les associations ont fait remonter qu'ils avaient beaucoup de sollicitations de patients qui vivent à l'étranger pour des besoins de prise en charge médicale ou sociale de la France et qu'elles étaient souvent en difficulté pour leur répondre et donc dans une forme d'impuissance parce que souvent les patients donc joignent des photos et on se retrouve en difficulté pour les orienter et se poser donc la question de savoir s'il était possible de disposer d'un annuaire de personnes compétentes à l'étranger, au Maghreb, par exemple, c'est la zone qui a été le plus citée, ou au mieux d'avoir des éléments de réponse pour aider les associations à répondre à ces différents mails sur quel type de réponse on peut apporter à ces patients qui sollicitent les associations sur une orientation possible, que ce soit à l'étranger ou en France. On a abordé aussi la notion de la pandémie et de son impact sur la prise en charge globale, dont la prise en charge sociale des patients. Ce qui est remonté est que globalement, il y a eu assez peu de questions des patients vers les associations sur des ruptures de prise en charge, ce qui est le cas assez souvent en Île-de-France, mais que par contre, il y a eu un sentiment d'avoir un manque d'informations, en particulier au début de la pandémie, sur quoi répondre aux patients, quelles sont les recommandations particulières sur les patients atteints d'une maladie rare de la peau. Puis, on a terminé ce
groupe de travail sur la thématique de la transition, avec une présentation d'un travail qui a été fait par le groupe de travail interfilière éducation thérapeutique, où des patients de la Chimarade étaient impliqués et des professionnels de la Chimarade dans le groupe de travail, avec un guide qui a été publié et envoyé il y a quelques semaines à l'ensemble des centres de référence et centres de compétences, qui reprend en fait tout le référentiel de compétences et toutes les notions importantes dans la transition. Dans ce groupe, on a pu discuter d'un élément qui semblait important pour la Chimarade, c'est quelle est la prise en compte, et c'est vrai qu'elle est relativement absente dans ce guide, de la prise en compte des parents dans la transition. Est-ce que quand on a un jeune âgé de 20 ans qui est donc adulte et passe en transition, quelle est la place des parents? Quel est son droit à l'information quand il prend en charge l'enfant depuis tout petit? Plusieurs référents associatifs ont raconté leur expérience en montrant la difficulté lorsqu'un médecin demande aux parents de sortir du box de consultation parce que l'enfant est devenu adulte, et de la confusion que cela peut entraîner. Se pose alors la question de est-ce qu'on doit prévoir aussi un module, en tout cas quelque chose qui permettrait de travailler la transition, pas uniquement avec le jeune, mais avec les parents. Donc, les 2 prochaines étapes, on a aussi pour notre groupe décidé d'avoir des actions concrètes et donc peut-être moins ambitieuses, mais des choses qu'on va pouvoir réaliser. C'est donc de rediscuter des attentes et des besoins des patients par rapport à ce recrutement d'une personne, on va dire, à compétences sociales au sein de la filière, et puis le groupe de travail sur le PNDS qui devrait commencer au premier trimestre 2021. Je vous remercie. Merci Hélène. Il y a des éléments de précision là que je peux peut-être donner. La première, c'est qu'il y a une fiche de poste d'une candidate qui a été diffusée pour ce recrutement médico-social, qui était une personne proposée par les services d'assistante sociale en fait de APHP5, qui est une personne pour laquelle la fiche de poste attendue a été rediffusée avec Rebecca, c'est quand la deadline? Avec une date qui a été demandée pour tous les commentaires, les suggestions pour mardi prochain, en fait, qui a été diffusée là. Et je pense que c'est important alors de répondre vite pour qu'on voit si cette personne convient, parce que cette personne semble quand même avoir un CV extrêmement intéressant, se satisfait d'un salaire de l'assistance publique, je me permets de le dire, et est recommandée pour le travail qu'elle a fait par différents réseaux médico-sociaux. Donc, c'est peut-être pas la bonne personne, moi, elle me semble bien, donc si c'est pas elle, on en prendra une autre, mais le temps de chercher, on va avoir beaucoup de mal puisque la recherche de ce profil-là a pris plus d'1 an et demi, pour pas dire 2 ans, alors que le groupe d'assistantes sociales de l'APHP5 est sur le coup. Donc, si la fiche de poste qui a été renvoyée par Rebecca a bien renvoyé les modifications, vous verriez, et on verra après si cette personne convient, mais le faire vite parce que sinon on passera à côté de cette personne-là qui semble quand même remplir beaucoup de conditions de personnes compétentes, qui connaît bien les réseaux, qui connaît bien les réseaux vis-à-vis du ministère aussi, et qui est recommandée par différents groupes d'assistantes sociales, de responsables d'assistantes sociales. Voilà, je me permets juste ça. La deuxième chose, c'est que pour les renseignements concernant les pays du Maghreb, par exemple, donc des pays extra-européens, puisque pour les renseignements concernant les pays européens, maintenant il y a le RN-Skin, mais via la Fondation René Touraine dans laquelle je travaille, qui s'occupe aussi des maladies rares, je travaille depuis plus de 20 ans, qui s'occupe des maladies rares. Là, on a eu une réunion sur ça hier, donc ça tombe très très bien. On est en train de réactualiser l'agenda, l'annuaire, pardon, pas l'agenda, l'annuaire de toutes les personnes ressources dans les pays maghrébins, notamment, puisqu'on parlait des pays maghrébins, d'essayer de l'étendre en extra-Europe, bien au-delà des pays maghrébins, des lieux où il peut y avoir une activité autour des maladies rares avec le nom des personnes responsables de ça, autant que médecins, hôpital, etc. Donc, cet annuaire est un gros travail. On y a travaillé hier pour la dernière fois. Ce n'est pas complètement finalisé, mais je pense que ça le sera prochainement et que ça permettra peut-être d'apporter une aide utile à savoir qui contacter quand on est sollicité
par des patients venant de l'étranger, pour d'abord les réadresser aux structures de soins qui semblent impliquées, en tous les cas qui veulent s'impliquer et développer la thématique maladies rares dans leur pays. Je pense que ça pourrait déjà être une première étape d'aide, même si elle n'est peut-être pas toujours suffisante. En tous les cas, un premier élément de réponse utile, avec donc ce lien sur le site de la Fondation René Touraine que je renverrai à tous. Et ça demandait une actualisation, puisque c'est un travail déjà ancien, moi, que j'avais été amenée à faire, qu'on a laissé un peu en stand-by en se consacrant initialement à la construction de la candidature aux ERN, donc il y a maintenant quelques années, ça va faire 4 ans au printemps prochain, 3 bonnes années au printemps prochain, et là on est en train de le réactualiser pour couvrir ce qui n'est pas... alors c'est surtout vrai dans les maladies génétiques, je me permets de le dire, c'est surtout vrai pour les génodermatoses plus que pour les réseaux des maladies bulleuses auto-immunes, mais malgré tout, à la Fondation René Touraine, il y a aussi un groupe de travail sur les maladies inflammatoires, et donc là aussi, probablement cet annuaire se mettra à jour. Voilà, voilà ce que je voulais dire en complément de ce qu'on vient de noter. Alors, une question est posée de savoir quel est l'avenir des groupes de travail, mais l'avenir des groupes de travail est de travailler, en tous les cas, je l'espère, avec une remise en place de ce qui n'a pas pu bien se suivre en 2020 pour les raisons sanitaires, on en a déjà parlé, en pouvant utiliser au mieux maintenant les possibilités de visioconférence à distance pour un groupe de travail, ce qui va beaucoup simplifier l'organisation du travail de ces groupes, puisqu'on s'est plus familiarisé à ça maintenant. Donc, chaque groupe de travail, sous la responsabilité, je pense, des coordonnateurs de ce groupe de travail, doit faire son agenda de réalisation, son rétro-planning en quelque sorte de réalisation et de réunion pour les suivis d'actions qui ont été mis de manière prioritaire, en sachant que, comme je l'ai dit ce matin, il y aura donc 3 réunions de COPIL pour faire état du travail, des avancées du groupe de travail au COPIL, de manière à pouvoir rediscuter peut-être des points d'interrogation et rediffuser à évidemment tous les participants de la filière, quels qu'ils soient. Et donc, les prochains COPIL, dont les dates, encore une fois, ne sont pas strictement définies, puisqu'il faut être sûr que ça ne se chevauche pas avec des moments de congrès, bien entendu, mais serait probablement le prochain en février et fin février, tous les 3 mois en fait, février, et le suivant en mai, début juin, pour qu'il y ait, et en reprenant après à l'automne, qu'il y ait ces 3 COPIL par an. Donc, il faut prévoir peut-être qu'il y ait des avancées du travail des groupes avant février pour pouvoir faire un état d'où on en est au niveau du COPIL de février, des avancées des groupes de travail. Pour exemple, pour le groupe de travail sur les médicaments, on a décidé de se réunir 1 fois par mois. Voilà, donc voilà, mais chacun fait son agenda en fonction, bien entendu, de la thématique sur laquelle il travaille et de sa propre organisation, bien entendu. Voilà. Donc, Rebecca, il n'y a pas d'autres questions par chat, etc. Donc, si ce n'est pas le cas, on va passer au topo de la réunion plus scientifique, en sachant que les Quad 9 2020, donc les orateurs, les thèmes qui ont été choisis et les orateurs l'ont été en fonction de ce qui s'était discuté la fois précédente, de manière à couvrir le plus possible de maladies différentes ou des avancées qui semblaient importantes, et aussi de pouvoir rendre compte des différents groupes de maladies. Toutes les maladies, bien évidemment, ne peuvent pas être abordées, mais c'est bien que les différents groupes de maladies correspondant aux différents maillages de centres de référence puissent s'exprimer à l'occasion de ce Quad 9. En sachant également, comme j'en ai parlé ce matin, que probablement dans l'année 2020, on pourrait être amené à faire une après-midi scientifique consacrée vraiment aux scientifiques, uniquement en dehors de la journée, pour qu'il y ait des informations qui couvrent plus de maladies et des avancées dans la recherche que l'on peut faire ou dans la recherche qui nous semble intéressante dans les résultats de la littérature, que ça puisse être exposé au moins 2 fois par an, une fois au moment de la filière ou une autre fois au moment d'une réunion spécifique à cette thématique-là. Donc, l'ordre de passage des orateurs a été envoyé dans le programme qu'a fait Rebecca. Donc, la première intervenante est Sarah. Et Sarah, je vais te laisser la parole maintenant. Donc, Sarah Guégan.